Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, c'est le 7e art. C'est de la magie, c'est du rêve, c'est jamais pareil, c'est plein de sentiments, Non, c'est ma passion qui m'a donné ça et pour rien au monde je vais en changer et j'espère le faire le plus longtemps possible. Quand il avait 6 ans, il nous disait qu'il ferait ce métier-là. En général, un enfant à 6 ans, quand il dit le métier qu'il veut faire, on n'y croit pas trop. Parce que bon. Mais bon, lui, c'était bien décidé, il avait ça dans la tête quand même. En fait, je pense que si j'avais pas fait mon enfance à la campagne, peut-être oui, ça aurait été complètement différent parce que la campagne m'a permis déjà d'avoir une liberté totale. C'est-à-dire que j'avais l'occasion de pouvoir aller dans les bois, de pouvoir aller dans les champs. On avait un grand jardin, une grande maison et ça me permettait effectivement de, entre guillemets, pouvoir essayer tout ce que j'avais envie d'essayer. Et c'est vrai que ça m'a énormément développé l'esprit d'un point de vue idée, de ce que je voulais faire et de tout ça. Pour ma mère, tout ce qui était acrobatie, c'était assez génial. Ce que j'apprenais en acrobatie, ce que j'apprenais en arts martiaux, elle trouvait ça assez sympa, mais c'est vrai que le côté cascade, comment moi je l'amenais et ce que j'en faisais, lui faisait quand même plutôt peur. Donc au début, ouais, je cachais un petit peu les vidéos que je faisais à ma mère, et puis pour la simple raison, c'est que désolé maman, mais on a quand même cassé pas mal de trucs qui appartenaient à ma mère, donc souvent on les cachait, donc fallait surtout pas voir la vidéo, quoi. Mais bon, on a quand même pas tout cassé, hein. C'était des petits trucs, quoi. Moi, j'avais l'impression que c'était pas à cette hauteur-là, quoi. Et c'est vrai que quand j'allais regarder de près, je me rendais compte que c'était des hauteurs énormes. J'avais encore peur quand il avait cet âge-là, parce que je pensais qu'il maîtrisait pas bien tout, et j'avais quand même peur, ça c'est sûr. Mais petit à petit, quand j'ai vu comment il calculait tout, comment il faisait attention à tout, j'ai commencé à avoir confiance en lui. C'est vrai. Mais bon, c'était fort ce qu'il faisait quand même. Go. T'es bien? C'est bon? Arrivé à 14 ans, c'était je veux faire de la cascade. Donc on a cherché, on a trouvé une école de cascade à Paris naturellement.
J'ai pris un rendez-vous et naturellement là, oui mais il a 14 ans et l'école de cascade c'est 18 ans, on ne prend pas des jeunes comme ça et tout. Et là j'ai demandé mais qu'est-ce que je peux faire? L'école de cirque. D'aller à l'école du cirque d'Annie Fratellini. Pour moi, c'était pas une fin en soi. Je voulais pas être acrobate, je voulais pas forcément faire du cirque. Mais je savais qu'en étant acrobate de haut niveau et en faisant du cirque, ça m'apporterait beaucoup pour la suite, quoi. L'école du cirque a été pour moi une étape capitale. Déjà parce que j'ai appris beaucoup plus à me servir de mon corps. J'ai eu la chance de toucher à tout, que ce soit trapèze volant, fil de fer, trampoline, acrobatie au sol, art clownesque, que j'ai appris avec Annie Fratellini elle-même. Ce qui m'a donné vraiment l'envie de faire du réalisme dans le cinéma, c'est le cirque. Pourquoi? Parce que la piste est ronde, il y a des gens tout autour, il n'y a pas de câble, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et on est obligé de faire les choses les plus compliquées de notre répertoire parce qu'il faut épater les gens, il faut faire rêver les gens et on doit le faire au moment même où on rentre sur scène. On n'a pas le droit à l'essai, on n'a pas le droit à l'erreur et il n'y a pas de trucage. On avait la récompense automatique, c'est-à-dire que les gens applaudissent, les gens se mettent debout et on sait qu'on a donné du rêve en temps réel. Quand je quittais l'école du cirque, moi, je partais dans Paris et j'allais prendre mes cours d'arts martiaux à l'époque, qui étaient full contact, kung fu, taekwondo. Donc ça, c'était le soir en plus, je refaisais encore à peu près 1h30, 2 heures en plus. Moi, ma semaine à Paris me servait uniquement à l'acrobatie, uniquement aux arts martiaux. Quand je rentrais le week-end, effectivement, tout le week-end était basé sur quelques acrobaties parce que j'apprenais l'accro à mes potes. Les arts martiaux, on faisait des chorégraphies. Et en ce qui concernait la cascade, j'ai inventé mes propres techniques de cascade. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Et il était hors de question que je fasse de la cascade et que je me fasse mal. Ça va? Ah, le cul, génial! Alors? Elle était bonne? Ouais. Le fait d'avoir Fred et David qui faisaient pas l'école du cirque avec moi et que donc j'entraînais, comme c'était pas tout à fait leur truc au départ, quand j'ai commencé à les voir évoluer, à les voir tomber sur le dos, sur le bitume sans aucune protection, que ce soit en avant ou en arrière, ils se relevaient en rigolant, ils avaient pas mal, c'est là que j'ai commencé à comprendre que ces techniques étaient super efficaces. Puisque 2 personnes qui n'étaient pas vouées à ça commençaient à s'amuser dans ce domaine-là. Et ça, je l'ai compris tout au long de ma vie, parce qu'il y a eu David et Fred forcément étant jeune. Ensuite, il y a eu l'école du cirque, où j'ai rencontré d'autres personnes qui se sont intéressées à ce que je faisais, qui m'ont suivi. Il y en a eu d'autres que j'ai rencontrés en compétition, qui étaient dans la même équipe que moi en kung-fu à haut niveau. Et c'est grâce à toutes ces personnes qui sont venues se greffer à moi et qui ont bien voulu, gentiment et aussi parce que ça leur plaisait, suivre ma passion et suivre mon chemin. C'est aussi grâce à eux que j'ai commencé à comprendre que mes techniques fonctionnaient vraiment. Certains dans le groupe n'étaient pas du tout voués à la cascade. Je prends l'exemple d'un pote qui était acrobate, qui lui, si c'était retombé sur ses pieds ça allait, mais retomber sur le dos c'était pas logique pour lui puisque ça faisait des années qu'il faisait de l'acrobatie. Quand j'ai commencé à lui demander bah écoute fais la même chose mais retombe sur le dos ou retombe sur le ventre ou sur le côté, au début il a vraiment eu du mal puisque ça faisait des années qu'il s'entraînait à ne pas tomber et qu'il s'entraînait à arriver sur ses pieds. Et puis petit à petit j'ai commencé à l'amener sur matelas, sur tatami, dans le sable, sur la pelouse jusqu'à ce qu'on arrive au bitume. Et je me suis rendu compte en très peu de temps que cette personne qui était
pas du tout voué au mal et qui n'aimait pas ça du tout, bah, avait atteint un niveau en cascade qui était pas négligeable, sans se faire mal. Donc c'est ces personnes-là qui m'ont renvoyé comme un miroir si ce que je faisais était bien. Si j'avais pas eu toutes ces personnes, je pense que j'aurais pas évolué aussi bien. Ils m'ont forcément, directement ou indirectement, énormément aidé. Je crois qu'au début, on est un petit peu obligé d'être inconscient. Mais il faut se rendre compte très très vite que si on veut durer, il fallait beaucoup de techniques et qu'il fallait surtout être très passionné. Et donc je pense que très vite on s'est mis sérieusement à travailler les techniques, être perfectionniste et surtout ne pas se blesser. C'était vraiment les 3 consignes. Non, mais parce que j'ai fait une connerie. Ensuite, j'ai vraiment connu le spectacle pendant plusieurs années, entre autres en rentrant dans la grande comédie musicale de Starmania, où là j'ai quand même fait 1300 spectacles, 4 ans de tournée. Donc là, ça m'a encore aussi appris autre chose. Je crois qu'on n'oublie jamais le rapport avec le public quand on a fait du spectacle pendant plusieurs années. C'est quelque chose qu'on a en soi, c'est quelque chose qui nous a fait évoluer, qu'on a aimé. Et forcément, à un moment donné, on a envie d'y retourner. Je ne sais pas si j'y retournerai, je ne sais pas si j'y retourne, comment j'y retournerai. Mais c'est quelque chose qui m'a tellement plu que si un jour j'en ai l'occasion, je le ferai. Première apparition de télé, c'était on acceptait un petit peu tout et rien. Ce qu'on voulait, c'était se montrer. C'était assez difficile puisque on était jeunes et c'était à une époque où quelque part ce qu'on faisait c'était un peu novateur. Ça n'existait pas dans le cinéma français, ça n'existait pas à la télé. On faisait ce qu'on pouvait, quoi. Après les télés qui ont commencé à vraiment être intéressantes, où c'était un côté plus professionnel, c'est quand j'ai commencé à travailler avec Patrick Sébastien. Il m'a demandé de lui faire des caméras cachées. Et donc l'idée était très très simple, c'était de jouer un homme d'affaires comme on en voit tous les jours, avec son costume, son attaché-caisse, ses lunettes, son téléphone portable, qui est pressé, qui se rend au travail et à qui il arrive plein de choses qui étaient faites en live, en direct, sans que personne soit prévenu, parce que c'était des caméras cachées. De jamais rire, je restais très sérieux et du coup je me suis rendu compte très vite que ça rendait la chose encore plus forte parce que les gens avaient vraiment l'impression que ça s'était vraiment produit, quoi. C'était un petit clin d'œil à Buster Keaton, bien évidemment. Le fait d'avoir moi aujourd'hui ma propre petite équipe de cascade, ça me permet de pouvoir délester un petit peu dans ce domaine-là, justement.
pas si longtemps que ça qu'on a des salles aussi sophistiquées. Et ça nous permet à nous de pouvoir lancer des mouvements qu'on n'avait jamais vraiment pu lancer auparavant, quoi. Les doubles saltos arabes d'une hauteur ou des trucs comme ça, c'est des trucs pour les tenter dans un milieu naturel, c'est quasi infaisable, quoi. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir venir s'entraîner ici et améliorer des mouvements de haut niveau comme ça, c'est un bon point parce que du coup, quand tu le fais dehors, au moins tu sais ce que tu vas faire et tu sais ce qui va t'arriver. De s'entraîner en équipe, ça fait que déjà il y a plusieurs styles différents. Ilia vient de la gym, moi je viens du kung fu, donc on peut s'apporter plein de choses. Cyril, la cascade, l'accro et tout ça, tout ce qui est film, c'est motivant. Hein. Allez, ça remonte, ça remonte. Jusqu'à l'âge de 19 ans, j'étais toujours en salle. D'abord, c'était gymnastique en Ukraine et après, c'était l'acrobatie, le tumbling. La seule chose qui est nouveau vraiment pour moi, c'est avoir le caméra à côté, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus de professeur parce qu'on est à haut niveau, mais il reste quand même ce paramètre, ce petit professeur qui est toujours là, qui est le caméscope, qui est presque indispensable. Ça me permet de montrer au ralenti au mec, regarde, là t'as pas tendu tes jambes, ou là si t'as pas tourné, c'est parce que c'est comme ça. C'est beaucoup plus facile d'expliquer en images et la compréhension est beaucoup plus rapide, quoi. Là, si vraiment il lance le double arrière tracassé, là, le seul truc que je pourrais faire, c'est me pousser un peu dans les fesses pour qu'il gagne de la hauteur. Mais sinon, je peux rien faire de plus. On fait 1,5 pour tout le monde. Oh là là, tu me fais ça, mais il est debout, c'est obligé. Oh là, il est bien là. Mais là, il est trop bien. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ça va? C'est dommage, hein. Tu fais à l'endroit où tu fais ton tempo, mais il est debout, je suis sûr, il est debout. Quand je dis debout, c'est pas accroupi, c'est debout. Quand on filme pour apprendre, on met le plan en fixe, en large, donc on n'embellit pas du tout la situation et du coup on voit tout ce qui se passe. Mais dès qu'on filme pour un réalisateur, on va faire des plans un petit peu plus sympathiques, un peu plus chaleureux, on va filmer des mouvements qu'on maîtrise très bien, qu'on soit capable à n'importe quel moment de reproduire ce genre de mouvement. La base réelle vraiment de toute chute, de toute cascade, c'est le plaqué arrière ventral et le plaqué avant dorsal. Quand ces deux positions sont vraiment assimilées et que tu les as super bien, quoi que tu fasses en l'air, que ce soit une vrille, une double vrille, un plongeon, une percussion ou machin, tu viens obligatoirement retrouver ces positions de base qui font que tu vas vraiment amortir le choc et que tu te feras pas mal. Yes. Là c'est juste et ton épaule elle passera jamais. Allez, allez, allez. Beaucoup mieux et encore fais attention, épaule droite qui traîne. Rentre là, vraiment, n'hésite pas à la rentrer. Quand tu as bien ces deux positions là, a priori tu es prêt pour des bonnes cascades. En salle, le désavantage, c'est que si on te demande de le faire dans la rue, t'es pas du tout préparé. C'est-à-dire que c'est facile d'être bon dans une salle. Mais être bon à l'extérieur de la salle, vraiment dans un lieu où il n'y a rien qui est fait pour, ça c'est encore autre chose. C'est pour ça que nous, nos démos en général, on essaie de les faire toujours en milieu naturel, en milieu réel. La forêt de Fontainebleau et le sable et les rochers, c'est vraiment la parfaite transition entre la salle et la rue. Ça permet de partir de quelque chose de dur, mais on arrive quand même sur du mou. Moi j'ai découvert ce lieu, j'avais 14 ans. Donc ça date quand même. Le lieu est quand même super magique, une espèce de plage de sable à l'intérieur d'une forêt, avec des rochers un peu partout. À l'époque, j'ai jamais croisé personne ici, à part quelques mecs qui faisaient de la varap. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je demandais d'où je venais parce que je lançais des trucs un peu fous, quoi.
Fontainebleau, c'est un endroit que je connais bien. Donc voilà, j'ai fait un petit court-métrage qui s'appelle Moukaï dans ce lieu. Donc on voulait montrer qu'avec quelques cassettes et puis un caméscope, 2 sabres qu'on avait fabriqués nous-mêmes, on pouvait faire un petit truc sympathique à regarder, esthétique, impressionnant. Un combat au katana avec beaucoup d'acrobatie, beaucoup de cascades dans un lieu pas du tout préparé pour ça. En fait, ce qui va pas avec toi, Marc, on va refaire, c'est que... Faut que j'aille plus bas. Ouais, un peu plus bas, parce que c'est vrai que quand on passe, on a l'impression qu'on est dans un trou. Action! On s'est servi des acquis qu'on avait. Après, quand il y a des choses qu'on ne connaît pas trop, on improvise. Moi, en tant que chorégraphe, j'ai assez de facilité à rebondir d'un style à un autre. Je peux me permettre aujourd'hui de faire tout style d'armes, n'importe quelle séquence de gunfight, film d'époque, scènes très violentes, très réalistes, ou encore de plus être très imagées ou très irréelles justement, comme des séquences comme Tigre et Dragon, où on a la capacité aujourd'hui de faire tout ce genre de film, où on a le souhait de pouvoir répondre à toute demande, et on travaille tous les jours pour ça. C'est pour ça qu'on s'arrête jamais, même quand on n'a pas de tournage. On se réunit toujours pour travailler telle ou telle chose. C'est toujours bon de lancer des petits courts-métrages, même si on ne sait pas où ça va aller, même si on ne sait pas ce qu'on va en faire. Ça nous apprend beaucoup, et puis surtout quand on est passionné, ça donne envie d'aller encore plus loin et de faire plus de choses, quoi. C'était un petit défi, et puis c'était à la fois très sympathique à faire, très agréable. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours sur ce petit court-métrage qui est fait avec rien, avec 0 francs. L'avantage d'être ici, c'est que tu sais quand tu fais tes erreurs, même si c'est du sable, tu sens un peu dans le dos ou dans les jambes, tu fais « Ah, là je suis mal tombé ». Donc tu sais très bien que ce mouvement-là, t'es pas encore prêt pour le faire dans la rue. Du coup, Fontainebleau, j'aime bien y emmener ceux qui n'ont pas l'habitude, parce que justement ça fait une belle transition. Attends, je regarde ce qu'on peut améliorer vite fait. On peut faire mieux, on peut faire plus dynamique dans l'atterrissage. Pas mal ça. On est bien, hein. On peut couper avant la roulade. Là, on est ensemble et tout, c'est bien ça. Souvent, tu as des trucs comme ça, ils sont plus visuels que physiques quelque part. Alors la première fois, c'est bizarre parce que tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Bon, faut être sûr de soi. Puis après, dès que tu l'as fait une fois, le deuxième, le troisième, tu commences à prendre plus de hauteur, plus de d'aisance. T'as le rocher, t'as tout? J'ai le rocher, j'ai tout. Ok, Chris? En fait, visuellement, on a l'impression que tu peux pas le faire. Et en fait, quand tu le lances, tu te rends compte que physiquement, tu peux faire 2-3 fois plus, quoi. Après Fontainebleau, il n'y a pas 36 solutions, c'est la rue. Quand on est dans la rue, on est dans un milieu qui n'est pas du tout préparé, on est obligé d'improviser, on n'a plus du tout le droit à l'erreur. Aujourd'hui, le fait de m'entraîner avec un groupe, avec une équipe qui de plus est, de par mon expérience, a confiance en moi, ça me permet de leur faire prendre des raccourcis, ils évoluent beaucoup plus vite.
ces gens-là ont un passé, donc ils ont déjà des spécialités et donc du coup sur certains mouvements ils se sentent plus à l'aise. Donc dans ces cas-là, effectivement, quand je vois vraiment que quelqu'un, en l'occurrence la Momo, il a assez d'aisance avec le salto arabe, bon bah c'est vrai que je vais lancer l'idée, écoute, comme tu l'as bien, pourquoi tu n'essaierais pas de les enchaîner? Puis c'est vrai qu'on a d'abord commencé à travailler ça en salle, moi j'étais à côté, je lui donnais le rythme, jusqu'à ce qu'il soit tout seul en salle et qu'il sente le rythme tout seul. Et puis du coup, il l'avait tellement bien qu'on s'est dit, bon bah, allons le faire en milieu naturel. Allez. Allez. Yes, t'es beau là. Allez. Allez. C'est bon ça. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Là, tu mets de l'énergie tout le long, ça se voit. C'est pas mal, hein, c'est beau déjà. À force de le faire, à force de travailler, c'est des mouvements quand on s'accroche qui viennent et qui restent en nous après. On a tous des spécialités, quoi. Oh. Je pense que les pieds passent à ras là, non? Ouais, j'ai sorti du vent un petit peu là. C'est vrai que j'ai jamais trop été sujet au vertige et non seulement je suis à l'aise avec la hauteur, mais en plus je pense que ça multiplie ma concentration et ça multiplie aussi mon assurance. Du coup, je me sers du vide pour vraiment être efficace et être sûr de moi, quoi. Donc je fais jamais, bon, par contre je fais jamais les choses si je suis pas sûr de moi. C'est parti. Le salto entre les deux immeubles, c'est forcément une belle sensation. On a une vision à un moment donné où on est à peu près sûr que personne n'a eu cette vision-là. On a un immeuble à gauche, un immeuble à droite, et nous, notre tête, on est à l'envers, sans être tenu par un câble ou quoi que ce soit. Et après avoir fait un mouvement comme celui-là, on a le sourire jusqu'au lendemain, quoi. Au salto arrière tendu que j'ai fait de 7 mètres de haut, c'était avant tout une véritable envie de maîtriser le mouvement et tout, surtout, et c'était le plus important, de ne rien se faire. Si tu es prêt physiquement, tu exclus énormément le pourcentage de blessures. Ces petites vidéos qui me servaient de démo, ça m'a forcément aidé. À rentrer dans la voiture par la fenêtre sans ouvrir la porte, sans rien toucher, c'est quelque chose qui était depuis longtemps sur mes démos, qu'on m'a demandé de faire plusieurs fois, pour la pub Nissan aux États-Unis, pour certains films. Donc on travaille aussi beaucoup avec le caméscope dans cette intention-là aussi. Tu feras juste partir la vidéo, Momo. Dès qu'on est dans des sports à haut niveau, on a vraiment envie de frôler la perfection, que ce soit esthétique, propre, efficace. Du coup, très vite, on va se retrouver dans un phénomène artistique. On voit tout de suite la différence entre un saut périlleux normal et un saut périlleux qui est très esthétique. Bon, bah, les gens vont tout de suite se tourner vers le saut périlleux qui est esthétique parce que la plupart du temps, ils vont dire « c'est incroyable, quand tu le fais, on a l'impression que c'est facile et que je pourrais le faire ». Donc j'entends souvent cette phrase-là et c'est vraiment ce que je veux faire de ma passion, c'est donner du rêve aux gens et justement de presque leur faire croire que s'ils essayaient avec moi, s'ils partaient avec nous, ben, ils pourraient se lancer presque d'eux-mêmes. J'aime beaucoup la photo parce qu'une photo c'est une image qui exprime toute une action, c'est-à-dire tout un mouvement. Et il y a de très belles photos qui sont sur mon site internet que beaucoup de gens aiment, qui ont été faites l'appareil tout seul avec le déclencheur automatique. Donc je calculais le nombre de bips pour pouvoir faire mon saut pile au bon moment. Et t'en fais en général plusieurs pour que ça marche, mais ça marche. J'ai la chance d'être polyvalent parce que j'ai toujours travaillé ça, entre autres grâce à Annie Fratellini ou des gens comme ça qui m'ont tout de suite dit il faut être polyvalent si tu veux vraiment t'en sortir, si tu veux être ouvert à tout ce que tu vas rencontrer. Donc c'est vrai que je suis ouvert à tout. Voilà. C'est nickel, t'es pile au cadre. Salut mec, on se revoit après. Le fait de pratiquer d'autres sports ou d'autres choses, bah du coup tu rajoutes des cordes à ton arc et ça t'aide aussi pour ce que tu sais déjà faire.
Escalade, moi et les gars de l'équipe, on y va assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui nous apporte et physiquement et mentalement plein d'atouts pour ce qu'on sait déjà faire et pour ce qu'on veut faire, et ça fait évoluer en fait ce qu'on fait. Tranquille là. Je parle de l'escalade, mais ça peut être tout aussi bien même du trapèze, de la barre fixe, tout ça c'est des choses qui forcément apportent quelque chose dans la cascade. Je pense aujourd'hui que plus on est complet, plus on est polyvalent, plus on pourra parer à toute demande de film, de scénario ou de réalisateur. Le fait d'avoir recours à la réalisation, au montage, au cadre et de faire mes propres démos et tout, forcément ça a boosté mon entrée dans le cinéma. Ma première rencontre avec Luc, en fait, c'était pas sur un petit film, puisque c'était sur Jeanne d'Arc. Petit à petit, j'ai eu l'occasion de me retrouver sur les taxis, de commencer à chorégraphier des séquences. Ensuite, ma carrière en tant qu'acteur et mon ascension débutent réellement dans le cinéma à partir du Baiser mortel du dragon. C'était une grosse proposition pour moi, c'était une belle chance, c'était un rêve qui devenait réalité. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être à la hauteur. Et je crois que c'est ça qui a fait le déclic, puisque quelques années plus tard, on me donnait le rôle de Damien dans Banlieue 13, un film que Luc a écrit pour moi et David. Et c'était le début d'une grande aventure, quoi. C'était le premier film où je me retrouvais acteur principal, chorégraphe total du film, où je faisais mes propres actions, donc je devais être prêt physiquement, de par le fait que j'avais pas de doublure. Donc effectivement, c'était un gros challenge pour moi. C'est ce genre de films qui me font avancer à pas de géant. Donc là, bah, je te balance le coup de coude. Là, à mon avis, j'essaie directement de grimper en haut. Ma rencontre avec David Bell, c'est Luc qui l'a créé. Il s'est dit, il y a un duo à faire. Le scénario s'est fait, il m'a fait rencontrer David. Alors le seul souci qu'on avait à l'époque, c'est qu'effectivement, David faisait du parcours, bien évidemment, mais était quelqu'un qui n'avait jamais pratiqué d'arts martiaux, qui n'avait jamais fait de combat, qui n'avait jamais fait de cascade à proprement dit. Voyant ses capacités physiques, je me suis dit qu'il peut atteindre un bon niveau dans les domaines qu'il ne maîtrisait pas. Donc effectivement, ça a été très important de se rencontrer et de passer du temps ensemble et d'être amis, parce que ça m'a facilité les choses en tant que chorégraphe. J'ai pu chorégraphier des choses qui lui convenaient bien. Ce qui fait que je me suis jamais blessé lors d'une cascade, c'est que avant de voir si elle fonctionne, j'essaye de voir ce qui se passerait si elle ne fonctionnait pas. On va mettre en place une espèce d'ordre croissant pour arriver au résultat final. La façon d'aller très vite, si possible de répéter dans le décor, d'avoir accès aux meubles. Et là, on va mettre des genouillères, des coudières, des plastrons, on va prendre des matelas, des tatamis, on va se mettre à 3 ou 4 autour, on va préparer les choses et on va commencer à lancer les cascades avec des protections pour que le corps comprenne ce qui se passe et qu'on commence à trouver les positions à respecter quand on arrive au sol, les techniques pour justement éviter de se faire mal. Bien là, ça sous le menton, c'est pour que ton menton tape, et là ça bloque. Là cet écart-là, elle reste toujours comme ça. Vas-y, repasse-toi. Ça doit pas venir toucher ça. Voilà. Ouais, parfait. Super. Et 30 cm ici, dans les escaliers, ça fait 1m50. C'est ce qu'on appelle nous une cascade à rebond,
Ça va être une cascade où, je sais pas, on va tomber d'une hauteur, on va percuter un muret, percuter une armoire et arriver au sol. Ça, on l'étudie avec des matelas au départ, on voit comment ça se passe. Et dès qu'on va se rapprocher du tournage, on va commencer à mettre des tatamis à la place des matelas, enlever quelques protections, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment donné à ne plus avoir de protection et à ne plus avoir de matelas. Et là, en général, il faut être très concentré, il faut être bien préparé, mais on l'a fait tellement de fois qu'on est prêt quelque part. Action! Moi, les cascades qui m'ont fait le plus peur dans ma vie, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, le plus peur, c'est des cascades où je sentais que je manquais, moi, de contrôle. C'est les cascades avec le feu. On a le matériel qu'il faut, on a les combinaisons anti-feu, les extincteurs sont prêts, les couvertures sont là, les gens sur les côtés, mais on n'est plus tout seul. Il y a un temps limité, tu as un tout petit stress qui vient se placer, mais quelque part qui n'est pas mauvais, puisque du coup, 10 secondes, quand tu prends feu, ça paraît une éternité et tu as quand même le temps de voir les choses. Moi je dis souvent, le top d'une cascade, c'est d'avoir un petit peu peur, mais pas trop. Parce que du coup, la peur va nous servir à contrôler ce qu'on va faire. On a besoin de cette peur parce que c'est celle qui nous pousse en avant. C'est elle qui fait qu'on va vraiment rester concentré et qui va nous permettre d'éviter l'accident, quoi. Donc la peur est nécessaire, mais il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Ça m'est jamais arrivé de refuser une cascade par peur. Ce qui m'est arrivé, c'est plutôt de dire je pense que si on la fait comme ça, elle risque d'être vraiment dangereuse parce que ceci ou cela. Donc du coup, dans ces cas-là, on discute. On garde plus ou moins l'idée du départ, on va lui donner un aspect différent de façon à ce qu'elle soit réalisable et qu'elle soit possible, quoi. Donc on arrive toujours, et c'est ça que j'aime dans la chorégraphie, c'est justement adapter les choses de façon à ce qu'elles soient plausibles, possibles et pas dangereuses. Je me suis retrouvé avec Bruce Willis sur Die Hard 4, justement un petit peu grâce à Bruce Willis lui-même et surtout au réalisateur Len Wiseman qui a vu le film Banlieue 13. Il a voulu en savoir plus, donc il a regardé le making-of. Donc du coup mon travail lui a plu encore plus. Et après il a fait ses petites recherches un petit peu de ce qu'il m'a expliqué. Il est retombé sur le baiser mortel du dragon, sur les rivières Pro 2, enfin sur tous ces trucs là qui sont des petites vidéos qui sont sur internet, donc il a eu accès à ces vidéos là par internet. Et quand il était vraiment sûr de son choix, il en a parlé à Bruce Willis. Ils ont regardé le making-of ensemble. Et effectivement, Bruce Willis a dit écoute, c'est une bonne idée, je pense qu'il faut qu'on fasse venir ce gars en tant que méchant sur Die Hard 4. Et donc ils m'ont contacté et forcément, c'est quelque chose que je pouvais pas vraiment refuser, quoi. Surtout demandé par des personnes comme ça. Aux États-Unis, ils ont quand même énormément recours aujourd'hui aux ordinateurs, aux câbles, au trucage. Donc c'est une autre façon de travailler qui m'a un petit peu choqué au départ, mais ça s'est plutôt bien passé. J'arrivais à amener mes propres mouvements et des choses assez réalistes. Eux m'expliquaient leur technique et comment ils voyaient les choses, et on arrivait toujours à trouver un terrain d'entente. Donc on apprend plein de choses, on se rend compte qu'on leur apprend aussi des choses. C'est vrai que là-bas, l'avantage, c'est que quand tu as une idée un petit peu extravagante, eux, ça les étonne pas plus que ça, et oui, c'est possible, on peut le faire. Et quand ils font partir une voiture à 100 km/h et qu'ils éclatent un hélico au-dessus de toi et que c'est fait en live, c'est génial, quoi. C'est vrai qu'on vit quelque chose de privilégié. C'était beaucoup d'adrénaline, c'était beaucoup de tension, c'était
Ouais, c'est le genre de cascade que j'aime faire aussi. J'ai plusieurs belles rencontres dans ma vie. L'une des plus importantes, c'était Bruce Willis. Mais ce qui m'a vraiment enchanté, c'est celle de Tim Roth sur Hulk. C'est quelqu'un de très humain, de très accessible. C'est une méga star, mais qui vit tellement simplement que elle te donne une façon de vivre qui est très importante. Un exemple, c'est un bon exemple. Edward Norton m'a donné plus un exemple professionnel. Comment il joue, comment il se concentre, pourquoi il fait ça, pourquoi... Donc, toutes ces rencontres sont une alchimie importante et nécessaire pour la suite. C'est grâce à ces gens-là qu'on apprend. C'est toute cette alchimie qui fait qu'on a envie d'aller plus loin, quoi. Avec la petite notoriété que j'ai aujourd'hui, ça me permet d'avoir des idées de cascade un petit peu impressionnantes et on me laisse la possibilité de les faire. On me donne le pouvoir de les faire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le cinéma, j'ai des possibilités qu'effectivement je ne pouvais pas avoir avant. Donc ça me permet d'évoluer et de faire plein de nouvelles choses, quoi. Que ce soit avec Jason Statham ou Timothy Olyphant dans Hitman, mon but c'est de faire en sorte qu'ils fassent leur propre cascade, leur propre chorégraphie et leur apprendre les choses essentielles pour qu'on ait effectivement l'impression qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils savent ce qu'ils font. Faire une chorégraphie, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de satisfaction. J'aime tellement ça que je l'ai toujours gardé dans mes cordes et encore aujourd'hui je chorégraphie beaucoup pour certains films. Pour moi c'est une carrière un petit peu parallèle à ma carrière d'acteur, de cinéma d'action et tout. La chorégraphie pure en elle-même, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à 2h, 3h, 4h du matin avec mes gars sans aucun problème parce qu'on aime vraiment ça et c'est un échange très agréable avec les autres. Vous allez trop vite les gars. La volonté de vouloir aller vite, je l'ai eue par rapport au cinéma et vouloir aller aussi vite qu'eux. Sauf que j'ai appris bien plus tard qu'effectivement il filme à 22 images secondes et que forcément c'était accéléré. Mais aujourd'hui j'en suis assez content. J'ai beaucoup de messages sur internet où les jeunes me disent on adore regarder les making-of de vos films parce que on voit que c'est vrai, on y croit, ça nous fait rêver, ça va vite. Et je crois, j'ai l'impression qu'on leur donne presque plus de rêves dans ces making-of que dans le cinéma réellement. Parce qu'ils rêvent avec le cinéma, mais ils savent qu'il y a des effets et tout. Et tout de suite derrière, quand ils ont accès au making-of, ça leur donne envie de s'entraîner. Et c'est ça qui est important. Moi aujourd'hui, j'ai eu la chance de toucher à plusieurs choses dans le cinéma, c'est-à-dire que j'ai été cascadeur, j'ai été doublure, c'est-à-dire que je doublais les acteurs principaux, donc les stars entre guillemets. Ensuite j'ai eu la chance de me retrouver régleur, donc régleur cascade, c'est-à-dire régler les cascades, entraîner les acteurs, préparer les cascadeurs. Ensuite je me suis retrouvé à une place plus importante, chorégraphe. Donc chorégraphe, même si peu de gens le savent, j'ai chorégraphié quand même beaucoup de films que les gens ont vus sans qu'ils sachent que c'est moi qui les ai chorégraphiés. Comme exemple, je sais pas, je dirais des films comme Wasabi, comme Taxi 2, comme Transporteur 2 où j'ai chorégraphié quelques séquences, comme Hitman. Ensuite, donc, je me suis retrouvé acteur. Donc d'un côté visuel, j'avais fait tous les postes. J'ai eu la chance d'avoir l'expérience de toucher à des grosses caméras comme les 35 et d'être cadreur sur certains films parce qu'il y avait des choses à filmer. Si c'était moi qui les filmais, c'était plus avantageux et plus facile. Et donc aujourd'hui, pour moi, effectivement, l'étape qui me manque pour que la boucle soit bouclée quelque part, c'est effectivement la réalisation. J'y ai déjà touché, mais à titre amateur, avec des caméscopes, lors de courts-métrages, lors de choses comme ça.
Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'attire énormément et je pense qu'à un moment donné, ce sera la prochaine étape. Ça sera ma plus grosse cascade. Personnellement, après des films comme Die Hard, comme Hulk, ou comme d'autres films qui arrivent bientôt qui sont blockbusters, comme disent les Américains, je sais aujourd'hui qu'on n'est jamais arrivé au bout. On n'est jamais à la fin, contrairement à ce qu'on peut croire. Et c'est vraiment le côté que j'aime, ne jamais être au même endroit, voyager, se retrouver avec d'autres personnes, des nouvelles équipes, un nouveau film, un nouveau scénario, des nouveaux rôles, des nouvelles actions, des nouvelles cascades, des nouveaux décors. En fait, j'arrive pas à comprendre ce métier et cette passion parce qu'elle me donne tout ce que j'ai envie. Et je peux pas arrêter. Aujourd'hui, je peux pas arrêter. C'est ma passion, tout simplement. Quand on est passionné et on fonce et on réfléchit pas.